C'est à nous. Eh bien, bonsoir à tous et vraiment ravi pour vous retrouver pour cette première rencontre entre Karuna Setchen et puis la Fondation Recherche Alzheimer. Donc, c'est une première et on espère qu'il y aura d'autres rendez-vous comme cela pour approfondir certains sujets que l'on va aborder ensemble. Alors, je me présente brièvement. Je suis Eric Riner, vice-président de Karuna Setchen. Je viens du monde de la finance, donc j'ai rien à faire ici, mais je suis venu à la méditation grâce à une maladie auto-immune il y a maintenant 15 ans, et ce qui m'a permis non seulement de me soigner, mais aussi de rencontrer des personnes exceptionnelles, comme le Dalai Lama, comme ici présent Mathieu et Ilios, et puis maintenant Olivier, et bien d'autres gens. Je suis aussi administrateur de l'Institut Man and Life Europe, qui est justement un institut qui se focalise sur la promotion de la recherche de toutes les techniques méditatives contemplatives sur le cerveau et sur la santé en général. Et alors ce soir, c'est Karuna Setchen qui vous invite à cet événement unique sur Internet. Grâce à la technologie, on va pouvoir ensemble aborder le thème de ce soir contre le vieillissement. Mais d'abord, je souhaiterais juste vous dire quelques mots sur l'association Karuna Setchen que Mathieu a créée il y a maintenant une vingtaine d'années, qui est une association humanitaire qui agit pour un monde plus altruiste. Et notamment, nous accompagnons chaque année plus de 400 000 personnes démunies en Inde, au Népal, et puis plus récemment en France et au Bhoutan, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'environnement et puis du développement, pour vraiment que ces populations voilà, puissent se développer à leur rythme. Et puis plus récemment, notre association se propose d'encourager tout un chacun à se mobiliser, à chacun à sa façon, pour un monde plus altruiste. Et ainsi, on partage de plus en plus de supports et d'outils pour s'inspirer, pour entraîner son cœur et son esprit, afin de pouvoir mieux s'engager, chacun à sa façon. Et c'est dans ce cadre que nous organisons cette première table ronde sur le thème cerveau et méditation. Et donc, la grande question qu'on va vraiment essayer de suivre comme fil rouge ce soir, c'est: sommes-nous en mesure d'agir contre le vieillissement de notre cerveau et puis de lutter ainsi contre le déclin cognitif? Et de la même manière que nous pouvons agir contre le vieillissement du reste du corps. Donc, ça va être la grande question pour nous, sachant qu'au cours de ces dernières décennies, des études scientifiques se sont intéressées de plus en plus aux conséquences de la pratique de l'entraînement de l'esprit, notamment de la méditation, sur le corps et sur l'esprit. Et pour cela, en fait, ce soir, nous avons trois intervenants de choc pour nous aider à approfondir ce sujet. Mathieu, Ilios et puis docteur Olivier de la Doucette. Alors d'abord, Ilios, tu es docteur en psychologie, maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles, chercheur aussi au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique en France à l'école de management de Grenoble. Tu es aussi membre de Man and Life Europe, que j'ai déjà cité, et puis tu as cofondé cette magnifique association en Belgique qui s'appelle Émergence, avec Caroline Lezire, ta compagne, et qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente et finance de nombreux projets humanitaires, dont notamment Carona. Alors, Olivier de la Doucette, vous êtes psychiatre, gériatre, attaché à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Vous intervenez dans des maisons spécialisées pour malades d'Alzheimer et vous enseignez aussi la psychologie du vieillissement à Paris 5. Et puis, très impliqué dans la lutte contre la maladie, vous défendez une approche plus optimiste de cette pathologie de plus en plus répandue et vous appelez surtout à une conscientisation générale. Vous avez écrit plusieurs livres sur le vieillissement et contribué au plan national Bien vieillir en 2011 pour le ministère de la Santé et de la Solidarité. Et puis surtout en 2004, vous créez cette belle fondation Recherche Alzheimer qui est reconnue d'utilité publique depuis 2016. Mathieu, tu es moine bouddhiste, grand pratiquant de méditation. Après ton doctorat de biologie moléculaire à l'Institut Pasteur, tu quittes la France en 72 pour t'installer dans les contreforts de l'Himalaya et étudier et pratiquer le bouddhisme tibétain auprès de tes chers maîtres. Et puis c'est en 2000 que tu reprends tes engagements scientifiques
Et tu rejoins notamment diverses recherches organisées par l'Institut Man and Life, Institut Man and Life, cofondé par Sa Sainteté le Dalai Lama et puis Francisco Varela, ce grand neuroscientifique trop tôt disparu. Et tu as intervenu notamment des recherches en Allemagne, en France, avec des grands scientifiques dont tu parleras. Et surtout, tu as vraiment participé à ces sujets des bienfaits de l'entraînement de l'esprit, de la méditation sur la compassion, enfin plutôt de la méditation et la compassion, et leurs effets sur le cerveau. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais demander d'abord à Mathieu, pour ceux qui sont vraiment nouveaux et qui n'ont jamais rien entendu, qu'est-ce que la méditation, Mathieu? On peut en parler de toutes sortes de façons, mais enfin, disons, pour moi, c'est un entraînement. Donc, si vous dites à quelqu'un, je m'entraîne, vous arrêtez là et vous dites, oui, mais à quoi? Aux échecs, au badminton, c'est pas pareil. Donc, c'est un entraînement de l'esprit, c'est ça qu'on vise. Et il y a des outils pour ça qui sont l'attention, la présence attentive. Mais cette attention sert ensuite, normalement, à cultiver des qualités dont nous avons le potentiel, mais qui sont à l'état dormant, comme de la faculté d'apprendre à lire, à écrire, à résoudre des équations différentielles. Tout cela s'apprend par un entraînement. Alors, la seule différence, c'est que cet entraînement s'adresse principalement à des qualités humaines, des qualités mentales, et parfois on sous-estime le pouvoir de transformation de l'esprit en pensant que finalement, beaucoup de choses peuvent être apprises, mais ça, c'est un peu comme ça, c'est apprendre ou à laisser. Je suis un mélange d'ombre et de lumière et je ne peux pas y faire grand-chose. Or, aussi bien la neuroplasticité, l'étude depuis une trentaine d'années, que l'étude de l'épigénétique, que l'expérience directe des contemplatifs, montrent en fait qu'on a une grande marge de manœuvre et que ça serait dommage de négliger ce potentiel d'être une meilleure personne pour ensuite peut-être mieux se mettre au service de la société. Merci. Alors, si on regarde juste les étymologies des mots qui sont traduits par méditation, bien sûr, méditation veut dire quelque chose en langue française, les méditations des promeneurs solitaires, etc., etc., point de vue philosophique, mais plus ou moins ce à quoi on fait allusion en termes d'entraînement de l'esprit, il y a deux mots, sanskrit bhavana, qui veut dire cultiver, donc on cultive des qualités, et le mot tibétain gom veut dire se familiariser, donc ça ne peut pas uniquement un entraînement, mais aussi se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit, la façon dont les émotions surgissent, la façon dont on peut les gérer, la façon dont on peut appliquer des antidotes, la façon dont on peut se libérer de l'emprise de certaines pensées qui peuvent être oppressantes. Donc voilà un petit peu, en très bref, ce que ça peut vouloir dire. Merci Mathieu. Et alors justement, Elios, cette méditation qui, au fil du temps, on va dire, a traversé les siècles, souvent dans des véhicules religieux, en tout cas assimilés à des différentes spiritualités dans le monde. Quelle est pour toi la différence entre une méditation qui peut parfois, par exemple, être assimilée à une pratique bouddhiste et puis une méditation purement laïque? Alors, tu es sur mute, vas-y. Je disais ça à Mathieu qu'on devrait demander ça, c'est lui le spécialiste, mais il corrigera sûrement ce que je vais dire. Et donc, si on veut différencier, c'est un grand mot différencier, on pourrait dire en tout cas que la méditation de pleine conscience, on peut la pratiquer sans adhérer à aucune croyance et de toute façon aucun dogme. Et donc, comme c'est un entraînement de l'esprit, il ne demande pas de croire à quelque chose, et bien au contraire, ça entraîne l'esprit à une forme de lucidité qui va déconstruire les croyances qu'on avait auparavant. Alors évidemment que la pleine conscience, parce qu'il y a d'autres formes de méditation religieuse, elle a des origines clairement bouddhistes. Même ce mot lui-même a été popularisé par le moine vietnamien Thich Nhat Hanh, mais bien sûr qu'il ne faut pas être bouddhiste pour la pratiquer. Et donc on peut être athée, on peut être de n'importe quelle confession et pratiquer cet entraînement de l'esprit puisqu'il n'implique pas l'adhésion à un ensemble de croyances ou même un ensemble culturel qui entoure certaines pratiques religieuses. Alors ceci dit, laïque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intention qui est cultivée. Mathieu parle souvent de caring mindfulness, donc une mindfulness, une pleine conscience bienveillante. Et John Kabat-Zinn, qui est le prof de médecine américain à qui on doit les premières études scientifiques sur les bienfaits de la méditation au tout début des années 80, il dit couramment qu'il n'y a pas de pleine présence, de pleine conscience sans pleine ouverture du cœur, pas de mindfulness sans heartfulness. Et donc, bien sûr qu'il y a une question de s'apaiser, trouver une liberté intérieure, mais il y a aussi une question de qualité du cœur dont
dont Mathieu a parlé qui fait partie de cette pratique. Alors, c'est important de préciser aussi qu'on parle bien ici de pleine conscience, parce qu'il y a un très grand nombre de formes de méditation, dont certaines sont en lien avec des formes de hiérarchie. Je ne parle pas de méditation bouddhiste ici, transcendantale par exemple, où il y a un enseignant, un gourou qui donne... Et ce n'est pas une question de dire que c'est meilleur ou moins bon, mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est ça, cette forme épurée de la pratique, où on est vraiment resté à la pratique dans ce qu'elle a de plus simple. Et je crois que ce qui fait aussi le succès de la pleine conscience, c'est ça. C'est une méthode laïque, comme on l'a dit. Elle est vraiment très simple d'accès. Alors, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile, évidemment, l'entraînement, mais c'est simple. Et puis, il y a une légitimité qui vient de deux sources principales. D'une part, l'expérience de la pratiquante et du pratiquant, et d'autre part, de la science. Et donc, il n'y a pas une légitimité qui est conférée par une autorité religieuse. Et donc, voilà, ça doit balayer les craintes qu'on a un peu parfois en France sur on va pratiquer la pleine conscience et puis on va tous terminer, je ne sais pas, en mangeant du quinoa, en faisant du yoga toute la journée et en chantant des mantras. Non, ce n'est pas obligatoire, même si j'aime le quinoa. Merci, merci Ilios. Et alors, justement, Mathieu, quels sont très concrètement, toi qui as travaillé avec beaucoup de scientifiques, à la fois en tant que, on va dire, cobaye et puis aussi dans les dialogues Man and Life, quelles sont pour toi les conséquences de la méditation sur le cerveau que tu as pu observer? Je vais faire très brièvement, je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Disons qu'au tout début, c'était comme toute approche scientifique, c'est une exploration. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, on voit s'il y a des choses à découvrir, hein, avec rigueur et avec une démarche, un protocole scientifique adéquate. Donc l'idée, c'était de voir quelles sont, puisqu'on a la neuroplasticité maintenant commençait à être bien reconnue dans beaucoup de domaines, qu'est-ce qui se passait si des gens qui avaient longtemps entraîné leur esprit, c'est venu à la suite d'une rencontre de Man and Life en 2000 sur les émotions destructrices. Et à la moitié de la semaine, le Dalai Lama a dit c'est très bien tout ça, mais en quoi pouvons-nous contribuer quelque chose à la société? Et par ça, il entendait de façon effectivement laïque, qui pouvait être utilisé à l'école ou dans la famille ou n'importe où. Et donc, voilà, nous sommes réunis. Il y avait Paul Ekman, Richard Davidson, Francisco Varela, c'est un nombre de grandes lumières des neurosciences et de la psychologie. Et l'idée est venue d'essayer d'entreprendre un programme de recherche solide et rigoureux avec des méditants à long terme. Parce qu'on s'est dit, si on ne trouverait aucun changement décelable par nos moyens techniques aujourd'hui dans le cerveau des méditants à long terme, ce n'est pas la peine de se fatiguer à examiner des gens qui en ont fait pendant 15 jours. Donc, il s'est avéré, effectivement, au bout d'un certain nombre expérimenté, qui avait fait en les 60 000 heures de méditation estimativement, qu'il y avait des changements structurels, fonctionnels importants et qui étaient spécifiques du type d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a une signature spécifique, si vous avez cérébraux, que la pleine conscience à l'état pur, que la prise de perspective, etc., etc. Donc, c'est normal que de même que si on entraîne des muscles, si on entraîne les biceps, ce n'est pas les mollets qui vont être entraînés. Et donc, des capacités particulières se traduisent par des changements spécifiques. Donc, il y a énormément de travaux qui ont été faits dans beaucoup de domaines, hein, aussi bien par Richard Davidson, Tanya Singer et bien d'autres encore. Maintenant, il y en a énormément. Un jour, John Kabat-Zinn nous a montré la courbe des publications dans ce domaine et c'est exponentiel. Donc, voilà. Donc, en gros, en 20 ans, il y a quand même eu de plus en plus d'approches et de choses intéressantes. Et notamment, nous le verrons, sur le vieillissement. Très bien, merci Mathieu. Et alors, Ilios, pour toi, en fait, dans ta pratique d'instructeur, quelle est ton expérience concrète d'une pratique régulière chez les participants de tes programmes? Dans les grands bénéfices, ils sont autant pour soi que dans nos relations ou notre lien au plus vaste. Il y a d'abord une question de stabilité émotionnelle. On pourrait parler d'intelligence émotionnelle. Alors que bien souvent, on repousse les émotions ou alors elles nous emportent, tout à coup, on commence à mieux les connaître, à mieux faire les liens entre notre corps, notre esprit, notre cœur, nos émotions. Et donc, ça mène vraiment une plus grande stabilité attentionnelle et émotionnelle. Alors, évidemment, ça nous permet aussi de prendre une beaucoup plus grande distance par rapport à nos pensées. En fait, on apprend à ne pas croire tout ce que la tête nous raconte. Et je pense que ça mène une grande liberté intérieure lorsqu'on pratique de manière régulière. Ce que la plupart des pratiquantes et pratiquants rapportent, c'est que la pratique de la méditation les rend beaucoup plus présents et donc beaucoup plus vivants, plus présents à leur vie, mais aussi à leurs proches, à leurs enfants, aux conjoints, à la famille. Donc, on est plus ancré dans la vie.
Et c'est en lien avec ce qu'a dit Mathieu. J'amènerai encore 2 points. Ce que souvent on me dit, c'est que ça amène une capacité de discernement. Dans notre vie, on est plus conscient de ce qui est essentiel. On peut mieux faire des différences fines entre nos comportements, est-ce qu'ils sont adaptés, ne sont pas adaptés. Et comme on régule mieux ses émotions, on est davantage dans le discernement, on peut mieux agir dans la vie plutôt que réagir, être agi par nos impulsions, par nos conditionnements. Et le dernier élément en lien et qu'on voit tant chez les grands pratiquants de méditation qu'on a étudiés dans les laboratoires que chez les participants que je côtoie, c'est cette ouverture plus grande, cette présence à la vie, elle amène de la joie. Et donc on voit vraiment de la joie qui est plus présente. Et aussi cette prise de conscience par la pratique, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vois autour de moi, de l'impermanence en fait. Notre vie, elle est courte. Ça amène une plus grande attitude de gratitude. Et donc, tout à coup, on fait plus attention aux toutes petites choses, aux petits riens de la vie qui nous amènent plus de joie au quotidien. Je dirais que c'est ça que j'ai pu observer. Observer, très bien. Merci à tous les deux d'avoir posé déjà des bases concrètes en fait de l'intérêt de la méditation. Et ce qui va nous permettre de demander à Olivier maintenant quelles sont les conséquences psychologiques et physiques de notre vieillissement à tous. Oui, merci Eric. Alors, j'ai quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui est traité dans des centaines d'ouvrages répétés régulièrement. Donc, je vais essayer d'être très synthétique. Le vieillissement, ce qui est important déjà de bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un phénomène biologique, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Ce n'est pas juste le corps qui change dû à l'usure du temps, dû à des phénomènes divers et variés. En réalité, l'individu qui avance en âge, c'est un individu à la fois social, biologique et psychologique, et on a à la fois un vieillissement social, un vieillissement biologique et psychologique qui chacun interagissent les uns avec les autres. Donc un individu qui vit dans une société jeuniste, qui est un petit peu notre cas, vivra moins bien sa vieillesse qu'un individu qui sera dans une société beaucoup plus tolérante par rapport à l'avance en âge. Aujourd'hui, on a un privilège, c'est qu'on voit bien que l'état de santé général de la population s'améliore génération après génération, et on a un curseur qui est très clair par rapport à ça, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie à la naissance, qui est une statistique, augmente année après année, quasiment inexorablement. Peut-être que là, avec Covid, il aura un peu freiné sa progression, mais il n'en demeure pas moins que sur la décennie, on a une progression de cette espérance de vie. Je vous rappelle que au début du XXe siècle, en France, l'espérance de vie moyenne était de 50 ans. Aujourd'hui, pour une petite fille qui naît, il est d'environ 85 ans, et pour un petit garçon de 79 ans. Ce qui veut dire que la petite fille, en tout cas, elle a une chance sur 2 de vivre centenaire. C'est quand même très impressionnant. Alors, si on vit très longtemps, c'est parce qu'on se maintient en santé plus longtemps qu'avant. Mais le maintien en santé, ce n'est pas simplement un phénomène physique, c'est aussi un phénomène psychologique. Les deux interagissent, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous êtes tout à fait au courant de ça. Ilios vient de le dire, on voit bien que dès lors que on est bien avec sa tête, on est bien dans son corps. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'on n'a pas uniquement l'âge de ses artères, on a l'âge de ses désirs. Mais on a les artères de ses soucis aussi. Toujours est-il que tous ces éléments-là, le corps physique, le corps, on va dire, psychologique et l'environnement dans lequel nous sommes interagissent les uns avec les autres. La question que vous me posiez tout à l'heure, en préambule, c'était, au fond, comment est-ce que la personnalité, comment est-ce que la psychologie va évoluer avec le temps? On s'imagine tous qu'en vieillissant, ça ne va pas s'arranger. On a un peu tendance à croire que finalement, vieillir rend un peu casse-pied. Parce que c'est vrai qu'on a des exemples autour de soi de personnes âgées qui sont difficiles à vivre, des Tati Daniel, on en connaît tous. Mais on connaît aussi des gens qui, à des âges très avancés, sont épanouis, sont rayonnants, donnent le sentiment, malgré parfois une santé fragile, eh bien, de traverser le temps en harmonie avec eux-mêmes, avec leur entourage. En d'autres termes,
et ça, les études le montrent, la personnalité change assez peu avec l'âge. Et ça, c'est très important à l'entendre. Et donc, si on devient casse-pied en vieillissant, ou bien on l'était avant, et voilà, ben on continue à l'être, ou bien c'est qu'on a eu des difficultés à s'adapter au deuil inévitable que entraîne l'avance en âge. Parce qu'il est clair que malheureusement, avec l'âge, ben, on est moins beau, on est moins performant, on est moins séduisant, on réfléchit encore assez bien, mais peut-être un peu plus lentement. On n'a plus forcément la même situation sociale, etc. On n'a pas le même salaire. Bref, et puis on a des problèmes de santé. On commence à être un petit peu plus à la traîne pour pas mal de choses. On ne peut plus exercer peut-être son corps avec la même aisance qu'avant. Et puis on se lève le matin en ayant mal. On sort de ce que j'appelle le silence des organes. À un moment donné, alors ça dépend de chacun, mais ça peut être autour de 40 ans, comme c'est autour de 50, 55 pour les autres. Toujours est-il qu'il faut faire le deuil de beaucoup de choses dès lors qu'on avance en âge. Et ces deuils, pour se réaliser correctement, doivent donner lieu à un travail adaptatif. Bien vieillir, c'est s'adapter jour après jour. Alors moi, j'aime bien la métaphore de la grenouille. Vous savez que les batraciens, au fond, c'est des animaux à sang froid. Et donc, en hiver, ils hibernent, ils ne bougent plus. Puis dès qu'il commence à faire un peu chaud, ils recommencent à vivre, etc. Donc, leur température corporelle s'adapte à la température extérieure. Alors, on prend une grenouille et puis on la met dans un espèce d'élément liquide. Et puis, on augmente très vite la température. Évidemment, la grenouille va sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle va vouloir sortir de son bocal, ce qui est assez normal. Et elle va s'en sortir de cette manière. La même grenouille, si vous la mettez dans ce bocal, dans lequel elle sera très bien, et puis que vous augmentez la température imperceptiblement, de quelques dixièmes de degrés jour après jour, elle va se rendre compte de rien et elle va finir par mourir suffoquée. Eh bien, le vieillissement, sauf accident, c'est un processus qui est très très lent, qui apparaît comme ça, mois après mois. Et si on n'y prête pas attention, à un moment donné, on est rattrapé par ce processus et on suffoque. Et donc, bien vieillir, c'est être capable donc de s'adapter à ces changements, les anticiper, les comprendre et mettre en place les processus adaptatifs. Et les gens qui deviennent casse-pieds en vieillissant sont des gens qui, malheureusement, n'ont pas pu mettre en place ces processus adaptatifs parce qu'ils ont choisi les mauvais processus ou parce qu'ils n'avaient pas les ressources en eux ou parce qu'ils ont été débordés. Parce que c'est vrai que quand on perd son mari, qu'on est en très mauvaise santé et qu'on a des problèmes financiers, c'est compliqué à gérer. D'accord ? Mais bon, heureusement, ce n'est pas toujours aussi catastrophique. Alors, on voit autour de nous des gens qui, en vieillissant, par exemple, deviennent des grands hypocondriaques, deviennent un peu régressifs, sont toujours dans le déni des problèmes ou sont un peu passéistes. On connaît ça. Avant, c'était tellement mieux. Maintenant, la société, etc. On critique tout. Ou j'ai mal partout, j'ai mal, je ne vais pas bien, etc. C'est pour ça que je ne suis pas en forme. Bon, les gens qui ont recours à ce type de processus, ça va être compliqué pour eux. Ils ont fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. En revanche, et c'est ce qu'on observe chez ces personnes très âgées, épanouies, eh bien, ils font appel à d'autres processus plus positifs, qui ont des vertus adaptatives supérieures, comme par exemple l'altruisme. Ce n'est pas Mathieu Ricard qui me dira le contraire, n'est-ce pas? L'altruisme, ça peut être la sublimation, qui est au fond, un terme un peu psychanalytique pour exprimer au fond la capacité que nous avons à investir des énergies un peu négatives, des pulsions un peu négatives et les transformer en des pulsions positives. Cette énergie négative, on va l'employer pour créer quelque chose, par exemple. S'employer à aider son prochain ou être tout simplement un créateur. On va peindre, on va dessiner, on va faire des choses. L'altruisme, la sublimation est un autre mécanisme. Je peux vous en citer un troisième, l'humour. L'humour, qu'on appelle aussi la politesse du désespoir, c'est un mécanisme tellement puissant pour se défendre contre l'angoisse de l'avance en âge lorsqu'on est habité par cette crainte. Donc, pour résumer, je dirais que
en vieillissant, vieillir, c'est un combat difficile. C'est vraiment pas simple. Et quelqu'un me disait, voilà, vieillir est un combat difficile qu'il faut mener joyeusement, à mesure du possible. Mais c'est possible dès lors que justement on fait appel à ces capacités adaptatives que nous avons en nous, qu'il faut savoir développer très tôt. Merci Olivier, c'est fascinant. Et du coup, je me demande si, sur la base par exemple, de ce que fait Gaël Chatelat à Caen avec cette étude sur le vieillissement, Mathieu, est-ce que tu penses qu'on peut effectivement envisager la pratique méditative comme une ressource préventive face à ce déclin cognitif dont vient de parler Olivier? Tout d'abord, de ce que dit Olivier, c'est très profond et ça correspond à évidemment toutes sortes d'études, notamment sur le sentiment d'appartenance. C'est sûr que si on fait du bénévolat, si on s'inquiète des autres, le sentiment d'appartenance sera accru et on connaît très bien les méfaits de la solitude vécue, qui n'est pas forcément une solitude de ne voir personne, mais de se sentir coupé des autres, sentir pas apprécié, de ne pas avoir personne à qui se confier. Donc la solitude est un des sentiments les plus délétères qui soit en termes de la multiplicité des conséquences néfastes, notamment sur la durée de vie. Donc il est évident qu'un sentiment d'épanouissement avec l'âge permet de… Voilà, en fait, les désagréments qu'Olivier a décrits et qui sont nombreux et pour sûr, peuvent finalement, même s'ils sont réels et parfois difficiles, mais néanmoins être éclipsés par un état d'esprit qui est plein de cette sorte de satisfaction aussi d'avoir mené une bonne vie, de continuer à essayer soit de faire de son mieux pour partager quelque chose, soit également, peut-être un élément auquel on ne pense pas souvent, de savoir finalement goûter de la sérénité de simplement être en vie, la beauté si on a la chance de regarder un peu la nature ou simplement d'être avec parfois des petits-enfants ou de goûter des choses simples qui ne requièrent pas des exercices, des facultés mentales extrêmement complexes de mémoire ou de calcul, qui ne requièrent pas des exploits physiques qu'on n'est plus capable de faire, mais une sorte d'émerveillement devant la vie en elle-même. Et je crois aussi que c'est un facteur très important à cet âge-là, puisque là, il n'y a pas tellement de raison. Si on a cette capacité-là, c'est un effet très protecteur. En ce qui concerne les expériences menées dans le programme de Silver Santé, c'était intéressant de voir par rapport à la méditation il y a eu 2 groupes qui ont été tirés au sort. La moitié faisait de la méditation et puis l'autre moitié apprenait l'anglais. Et tout ça en groupe. Donc, l'effet de groupe était neutralisé avec des professeurs sympathiques, intéressants. Ils se réunissaient régulièrement. Donc, c'est aussi un facteur important. Mais une des premières choses, c'est qu'il y avait des gens qui auraient préféré être dans l'autre groupe. Et au bout sont donc ceux qui auraient préféré dans la méditation et qui ont fait de l'anglais, même au bout du compte, ils se disent c'est dommage, j'aurais bien aimé être dans la méditation. Ceux qui auraient préféré faire de l'anglais et qui étaient assignés à la méditation, finalement, ils étaient très contents à la fin. Et il y a aussi très peu de gens qui ont abandonné l'étude, ce qui est assez rare sur des études de 9 mois. Bon, les résultats vont être dépouillés. Ce qu'on peut dire, c'est que l'étude pilote qui a permis aussi d'obtenir des crédits de la Commission européenne, qui a été faite avec des méditants à long terme, a quand même montré des différences assez importantes au niveau structurel, au niveau métabolique du cerveau. Et puis, il y a d'autres études faites aux États-Unis qui ont montré aussi qu'il y a une influence au niveau cellulaire, un ralentissement du raccourcissement des télomères, donc une enzyme aussi, la télomérase, qui protège les télomères. Il y a pas mal de choses qui semblent indiquer, qui doivent être confirmées, et je pense que l'étude de Caen, qui est une des plus grosses études longitudinales qui fasse intervenir ce genre d'intervention, notamment la méditation, on va voir ce que ça donne, mais il y a de bonnes raisons de penser que ça peut être très intéressant. Donc voilà, en gros, c'est aussi une façon de vivre, hein, c'est la vision qu'on a de l'existence, le mode de vie un peu plus, disons, moins… on sait que le stress, évidemment,
augmente la diminution des télomères, augmente le vieillissement cellulaire, augmente le stress excessif aussi n'est pas bon pour les neurones. Donc, il y a plein de choses comme ça qui laissent à penser qu'un état d'esprit plus serein, qui peut être acquis par l'entraînement de l'esprit, devrait, à certains points de vue, favoriser un vieillissement de meilleure qualité, puisque si notre enveloppe corporelle inévitablement se dégrade et nos facultés de mémoire et autre chose, il y a quand même une qualité d'expérience qui, elle, j'ai l'impression, est peut-être moins sujette au vieillissement parce que c'est plus qualitatif que lié à des capacités précises qui déclinent forcément à cause du déclin du cerveau. Merci Mathieu. Et justement, au-delà des conséquences cognitives de la méditation, Ilios, quelles peuvent être les conséquences psychologiques de la méditation, dans ton expérience? On va refaire le lien avec ce qu'a dit Olivier et ce qu'a dit Mathieu. Il y a un des éléments qui semble être central dans la pratique de la méditation, c'est ce qu'on appelle la non-réactivité ou l'équanimité. Et donc, et je parle sous le contrôle d'Olivier, on peut voir qu'une grande partie des problèmes qu'on a avec l'âge sont des problèmes liés à l'inflammation. Et l'inflammation, c'est une forme de réactivité corporelle, mais l'inflammation, c'est aussi une forme de réactivité psychologique et les deux semblent être en lien. Je pense à une étude sur le vieillissement, justement, qui est publiée dans PNAS, donc une grande revue, et qui montrait justement que par rapport à la solitude, le fait de cultiver la méditation, donc ce sentiment d'équanimité, de non-réactivité, fait que les personnes ont moins ce sentiment de solitude et se sentent davantage connectées. C'est vraiment important. Ce qui fait le lien, de nouveau ce que disait Olivier, le lien entre le vieillissement qui est autant social, psychologique que biologique. Une autre étude sur des personnes âgées, elle est assez ancienne, mais elle avait montré qu'il y avait un lien vraiment avec l'expression des gènes. Alors là, c'est Mathieu, le spécialiste, et qu'elle va... En fait, les personnes qui se sentent seules chez les personnes âgées vont avoir une expression plus forte de certains gènes qui sont impliqués dans l'inflammation. Et la méditation permet de moduler ces gènes, et donc il y a moins d'inflammation et aussi moins de sentiments de solitude. Donc il y a vraiment ce lien entre les paramètres relationnels et les paramètres biologiques. Alors, à nouveau, Olivier, parce qu'il parlait de ça, il parlait du déni des problèmes qui vient parfois avec l'âge et qui est un facteur négatif. Une étude très récente de 2021, vraiment drôlement intéressante, montre que la pratique de la méditation va avoir un effet important sur, alors je ne sais pas comment on le dit en français, mais ce qu'ils appellent information avoidance, donc la tendance que nous avons à éviter les informations qu'on voit comme étant négatives sur notre santé, par exemple, et donc on ne va pas chez le médecin, on va consulter quand on devrait, ou même en termes de notre lien avec la planète, tendance à éviter les infos des scientifiques qui nous parlent de l'état de l'environnement, parce que c'est tellement menaçant pour nous qu'on préfère être climato-sceptique. Et donc la pratique de la méditation nous rend en ce sens plus lucides, plus connectés, mais plus lucides. Et une dernière étude récente, et de nouveau je vais dans le sens de Mathieu et d'Olivier, qui est sur la question de l'altruisme. Évidemment, les gens plus généreux sont plus heureux et en meilleure santé, et vice-versa. Hein. Les gens en meilleure santé et plus heureux sont plus généreux, ça va dans les deux sens. Et donc, on sait évidemment que l'altruisme est un élément essentiel de la coopération sociale qui est indispensable pour bien vivre ensemble, nous les animaux sociaux que nous sommes. Et cette étude, elle a une étude très chouette comportementale avec plus de 300 sujets. Et donc, c'était un jeu où on proposait un moment aux personnes de donner à une organisation comme Karuna, par exemple. Et on voit, c'est très impressionnant les résultats, les personnes qui ont pratiqué la méditation, eh bien, elles sont à 2,61 plus de probabilité de donner que les autres. Et donc, il y a un effet vraiment très fort sur l'altruisme qui est mesuré de manière comportementale et donc qui montre à nouveau que ce mécanisme peut être cultivé de manière très, très pratique et il a un effet mesurable sur notre existence. Voilà. Un tout petit mot. Il y a Oui. aussi une étude de Dashiell Keltner sur l'émerveillement, moi j'aime beaucoup ce concept, qui a également montré que ça menait à un comportement prosocial accru. Donc c'est vrai que si on s'émerveille devant la nature humaine ou devant plein de choses, il y a quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes et qui, au lieu d'être constamment hyper centré sur soi-même, ce qui accentue notre vulnérabilité et aussi le repérage de ce qui va mal, eh bien, on a tendance à être un esprit beaucoup plus vaste.
Et j'ajouterais encore quelque chose dans tous ces liens. Bon, tu parles de l'émerveillement, l'altruisme, la gratitude, et ainsi de suite. Ce qui est drôlement intéressant, c'est que la question que tu as posée, Eric, c'était quels sont les effets psychologiques. C'est marrant parce que quand on pense à psychologique, on va directement penser à la tête. Et pourtant, je pense encore à une étude récente qui essayait de voir les mécanismes par lesquels les effets se marquent. Et un des mécanismes principaux qu'ils ont trouvé, c'était l'attention au corps. Et donc, ce qu'on appelle psychologique passe pourtant par cette attention au corps, donc cette méditation qui est incarnée. Je pensais à notre ami Francisco Varela de Mind and Life, l'inscription corporelle de l'esprit, donc toujours nous ramener dans une pratique vraiment centrée. Et donc, méditer, ça ne consiste pas juste en une forme de divagation mentale, mais une forme d'attention qui est vraiment installée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça, l'importance du psychosomatique est de plus en plus recherchée. Ouais. Et de ces liens. Je serais intéressé de demander à Olivier si, dans son expérience, le fait finalement de se sentir bien avec soi-même sans rien faire de spécial, on pourrait dire ce niveau de base, si ça joue, si on a, est-ce que vous avez observé quelque chose qui se reflète dans la façon de mieux vieillir? C'est évident que pour bien vieillir, il faut être bien avec soi-même. Et c'est souvent une discussion que j'ai quand je suis en face de personnes âgées en difficulté, puisque je suis psychiatre et gériatre. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'ils sont parfois un petit peu intoxiqués par une société qui favorise systématiquement le faire et l'avoir au détriment de l'être. Or, quand on avance en âge, il faut évidemment favoriser l'être. Et le faire et l'avoir est assez secondaire. Et donc, j'ai des exemples comme ça nombreux de personnes très âgées qui me disent « Mais qu'est-ce que je fous sur cette terre ? Je ne fais plus rien, je ne sers à rien. » Mais je leur dis « Mais contentez-vous d'être, parce que pour vos enfants et vos petits-enfants, c'est ça qui compte. C'est que vous soyez en vie. » Et que vous leur montriez qu'en dépit de votre âge, de vos difficultés, etc., vous arrivez à vivre à peu près normalement. Vous êtes un exemple pour eux parce qu'un jour, ils vont être à votre place et eh bien, vous avez des vertus pour eux qui leur permettront à terme de développer leur capacité adaptative parce qu'ils vont s'inspirer de votre exemple, de votre expérience. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'un phénomène absolument unique dans l'histoire de l'humanité, on l'oublie, mais c'est juste inouï de considérer qu'il y a autant de gens qui avancent en âge et que jusqu'à à peu près il y a une trentaine d'années, quand on prenait sa retraite, qu'on avait 65 ans, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, la retraite était à 65 ans, on était physiquement assez usé, socialement on était vieux puisqu'on était retraité, et il y avait une espèce d'adéquation, et donc on avait 4-5 ans un peu autonome, et après on entrait dans la grande vieillesse. Mais aujourd'hui, on prend sa retraite entre 55 et 65 ans, et on a 20 ans, quand ce n'est pas plus, devant soi d'une vie à inventer, parce qu'avant, ça n'existait pas. Avant, on basculait, si vous voulez, du 3e au 4e âge, j'ai envie de dire. Eh bien, aujourd'hui, on a une 3e vie qui précède le 4e âge. Et il faut l'inventer. Nous sommes aujourd'hui un peu les pionniers de cette vie, parce que moi-même, j'ai 62 ans. Ben voilà, il va falloir que j'invente des trucs que mon père ne savait pas faire. Et donc, effectivement, dans cette nouvelle vie qui s'offre à nous, il faut développer l'être. Il faut arrêter d'être dans la consommation du faire ou de l'avoir. Il faut évidemment développer l'être. Et la méditation, dont vous êtes les champions, est indispensable. Moi, je suis un partisan de la vie spirituelle, qu'elle soit laïque ou religieuse. Je le dis, je le répète. Vous avez cité gentiment un rapport que j'avais pondu il y a quelques années pour le ministre de la Santé, Bien vieillir, qu'il avait un peu surpris à l'époque, puisqu'il y avait plusieurs pages où je disais, mais la spiritualité est absolument indispensable pour bien vieillir. Elle est indispensable et on n'en parle pas. On nous parle évidemment des
des médicaments, on nous parle des vaccins, on nous parle de tas de sortes de trucs préventifs, mais on oublie d'aborder cette dimension-là, la dimension spirituelle. Il y a le psy, il y a le spi, et les deux sont interreliés, mais étroitement. D'accord? Et donc, la spiritualité, c'est un pan essentiel. Moi, je vois les gens qui viennent à moi et qui sont en difficulté, qui ont dépassé évidemment un certain âge, dès lors que je vois qu'ils ont une vie spirituelle, je sais qu'ils vont s'en sortir, que ça va être beaucoup plus simple pour eux plutôt que les autres qui sont un peu perdus, qui ont peur de l'avance en âge, qui ne savent pas comment ils vont affronter la mort, qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là, etc. Donc, bien sûr qu'il faut parler de ça, bien sûr que c'est indispensable et que la réussite de l'avance en âge passe par cette dimension-là. Tu permets juste une petite réflexion personnelle pour appuyer votre propos, Olivier. Oui. La différence entre mes deux parents, donc mon père était un grand intellectuel, mais surtout, il vivait par la vivacité de son esprit, la faculté incroyable qu'il avait de se rappeler de références, d'informations, etc. Et quand ça a commencé à décliner très fortement, c'était la catastrophe, parce que c'était ça qui inspirait sa vie, qui lui donnait tout son goût de vivre et son brillant. Et je vois ma chère mère qui a 98 ans, et comme vous disiez, maintenant à 75 ans, moi, au lieu d'être à la retraite depuis 20 ans, comme si j'étais à la SNCF, maintenant, au lieu de faire du baby-sitting, je fais du mammy-sitting parce qu'elle a 98 ans, elle a perdu beaucoup de ses facultés. Mais bon, maintenant, elle n'en a plus beaucoup, mais à un moment donné, à mesure que ses facultés physiques se désagrégeaient, on pourrait dire que ça a une sorte de lumière intérieure, c'est peut-être un bien grand mot, mais malgré tout, rayonnait d'autant plus que justement, elle était décrépite, disons, physiquement. Et quand on le disait parfois, vous êtes lumineuse, elle disait oui, j'ai un bon chef de rayon. Donc, c'était quelque chose qui pour elle était assez. La différence était assez importante. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, toutes ces qualités sont essentielles pour finalement qu'on ait le goût de l'existence, même lorsque bien d'autres facultés nous lâchent. Oui. Et à propos de chef de rayon, j'ose partager avec notre public une petite anecdote, parce que quand tu parles du sourire lumineux de ta maman, Mathieu, moi je me souviens de son sourire lumineux le jour où, pour ses 95 ans, tu lui as offert un vélo. Et elle était mais rayonnante, c'était extraordinaire. Et peu importe de savoir si elle pourrait monter ou pas sur le vélo, mais le fait que tu pouvais lui offrir ce qu'elle voulait, d'un seul coup, elle avait rajeuni de 20 ans et elle était lumineuse. Oui. Et pareil, on parlait de l'humour pour les personnes âgées et ça, c'est extraordinaire. Ah ben ça, elle avait un sens de l'humour incroyable. Incroyable. Ça, oui, on sait de qui tu tiens ton sens de l'humour, Mathieu. Non, mais quand elle faisait la vaisselle, elle dit « Je suis une femme de ménage, je pense donc j'essuie. » Ça, c'est excellent. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces échanges, tous les trois. En fait, je souhaitais maintenant que, comme c'est un jour particulier aujourd'hui, puisqu'on est le 21 septembre, qui est la journée mondiale de lutte contre la maladie Alzheimer, est-ce qu'Olivier pourriez nous présenter le travail justement réalisé par la Fondation Recherche Alzheimer à date? Oui, en deux mots, est-ce que vous m'autorisez déjà à placer un peu le sujet, parler en deux mots de la maladie, si vous voulez bien. Bien sûr. Alzheimer fait peur à tout le monde, à juste titre, parce que c'est une maladie qui touche aujourd'hui à peu près 1 million de personnes en France. Et en réalité, ce n'est pas simplement la maladie d'un individu qui souffre d'un déclin cognitif progressif, mais en réalité, c'est la maladie d'une famille, parce que cette pathologie entraînant une perte d'autonomie de plus en plus importante, elle oblige les proches à s'investir parfois massivement et parfois même au détriment de leur propre santé. Donc en réalité, quand on dit 1 million de personnes, c'est plutôt 3-4 millions d'individus qui souffrent de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est un enjeu de santé publique absolument colossal, d'autant plus que c'est une pathologie qu'on commence à connaître de mieux en mieux, mais qui, au fond, ne se guérit pas. On la soigne un peu, mais on ne sait pas la guérir. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie du cerveau, c'est important de bien le dire,
une maladie du cerveau. Et le cerveau, c'est la dernière frontière du corps humain. Et vous êtes bien placés pour le savoir. Vous êtes des explorateurs au fond du cerveau, à votre manière. Mais il y a encore tellement de mystères, tellement de choses qu'on ne sait pas, que c'est compliqué de comprendre les mécanismes de la maladie d'Alzheimer et de trouver des solutions thérapeutiques. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que cette maladie qui touche autant de monde a laissé dans l'indifférence pendant beaucoup trop d'années énormément de gens, au nom d'un phénomène, au fond, qui est un petit peu malheureusement un phénomène de notre société, c'est qu'on a considéré que la maladie d'Alzheimer étant la maladie des vieux, et que le vieux dans nos sociétés jeunistes étant l'autre, c'est la maladie d'un autre, et on va le confier à quelqu'un d'autre. On va confier cette maladie, au niveau des traitements en tout cas, et de la recherche à un autre, c'est-à-dire pas grand monde, ce qui fait qu'on a vraiment commencé à travailler sérieusement sur l'Alzheimer que depuis 20 ans. Je vous rappelle qu'il a fallu à peu près 60 ans pour arriver à soigner les cancers correctement aujourd'hui, et que comme les choses vont très très vite, je pense que dans 15 ans, on pourra soigner et peut-être guérir quasiment tous les cancers. Mais nous, on ne peut pas attendre 60 ans pour guérir la maladie d'Alzheimer, parce qu'au rythme où ça va, on va être totalement débordé. Et nos sociétés vieillissantes, ce qui est un grand privilège, ne l'oublions pas, eh bien, vont être malheureusement confrontées à un nombre croissant d'individus, puisqu'on considère qu'au-delà de 80 ans, le risque d'avoir un Alzheimer, il est d'à peu près 15% à 80 ans et de 30% à 90 ans. Donc, on est dans une course contre la montre. Et il faut que l'opinion publique comprenne que si on ne se mobilise pas massivement, comme on l'a fait pour le cancer, on va être vraiment en difficulté. Alors, c'est à ce nom que nous avons créé, avec le professeur Bruno Dubois, la Fondation Recherche Alzheimer. On a commencé en 2004, on a été reconnu d'utilité publique en 2013, et là, maintenant, on est une fondation importante. Nous sommes les premiers financeurs de la recherche privée de la recherche sur Alzheimer en France, et on finance donc tous les ans des programmes qui sont axés sur la recherche clinique, la recherche pharmacologique, la recherche fondamentale, et également parfois un peu des recherches plus centrées sur les comportements, sur la sociologie. Mais c'est surtout la recherche clinique. Et à ce titre, eh bien, cette année, nous avons financé un projet que nous a soumis Gaël Chetla sur la relation entre méditation et prévention de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes très fiers de ça, ravis que son projet ait été sélectionné par notre comité scientifique qui est très sévère, puisque ce sont des grands chercheurs européens qui sélectionnent les projets qui nous sont soumis, et le sien a retenu leur attention, et nous allons donc pouvoir financer ce projet à partir de cette année, de la fin de l'année, le projet de Gaël Chetla, qui cherche au fond à voir si la pratique de la méditation peut avoir un effet préventif sur les formes débutantes de la maladie d'Alzheimer. Très bien, c'est vraiment une très très belle initiative, Olivier. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les trois pour ces échanges. Et nous allons maintenant inviter en fait nos internautes à poser des questions via Facebook, et soit sur la page Carona, soit sur la page Fondation Recherche Alzheimer. Et la première question, en fait, vient d'Isabelle sur la page justement de Fondation Recherche Alzheimer. Et Isabelle demande quelle est la meilleure façon de commencer la méditation. Est-ce que Mathieu ou Ilios veulent bien la saisir au bon, là, cette question-là? Comment je commence? Progressivement. En fait, la meilleure façon, c'est peut-être de démystifier la méditation, parce qu'on s'attend à ce que ça soit quelque chose de très complexe et d'inaccessible. Et en fait, il faut se dire qu'on a affaire à notre esprit du matin au soir, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi, mais qu'il est un petit peu comme un gamin capricieux ou un singe qui ne reste pas en place. Donc, c'est simplement, disons, une sorte de familiarisation justement à la façon dont il fonctionne. Et il faut pour ça un outil indispensable qui est de l'attention. Sans attention, on médite sur rien. William James disait que si on pouvait éduquer l'attention, ce serait l'éducation par excellence. Eh bien, la méditation sur la présence attentive correspond un petit peu à cela. Donc, c'est pour ça que les techniques que l'on voit le plus souvent en Occident et dans les milieux laïcs,
la mindfulness, qui est basée sur l'observation du souffle, etc., porte principalement sur l'outil de l'attention qui est extrêmement utile. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que vous. Il y a des manuels comme ceux écrits par Christophe André, j'en ai pondu un aussi, mais ça ne suffit pas. Après avoir écrit un petit art de la méditation, j'ai eu quelqu'un dans le train qui me dit « Ah, je l'ai lu, c'est vraiment bien, mais finalement, comment est-ce que je fais ?» Moi, je dis « Bon, ben voilà, ça montre qu'il faut une interaction. » Donc, il y a pas mal maintenant d'endroits où ça peut se faire. Il ne faut pas se décourager parce que tout véritable progrès demande du temps. Les choses qui sont trop prometteuses, on vous fait ça en 3 points, en 15 jours et c'est très facile, et forcément c'est louche parce que ça veut dire que rien ne va changer et que c'est purement un vernis superficiel qui ne résistera pas à l'épreuve des circonstances de la vie. Donc les vrais changements sont graduels, sont progressifs, mais sont beaucoup plus gratifiants et c'est le principe même d'un entraînement. Et c'est aussi ce que disent les neurosciences, le plus on s'entraîne, le plus il y a un changement structurel, c'est-à-dire un changement plus stable que simplement d'activer certaines aires du cerveau momentanément et puis tout retombe à zéro. C'est un peu comme toutes les formes d'entraînement pour la musique, il faut le faire régulièrement et encore une fois, il vaut mieux faire de courtes séances répétées, mais régulières, que une fois tous les 3 mois, toute la journée, parce qu'entre-temps, eh ben, rien ne va changer parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. La neuroplasticité, c'est la régularité et la répétition. Oui, merci Mathieu. Moi, j'ajouterais pour Isabelle de commencer peut-être par rejoindre un groupe aussi, pour être vraiment dans un groupe et sentir en fait ce soutien, cette motivation collective, et puis effectivement de pratiquer un tout petit peu tous les jours. Alors, la deuxième question nous vient de Valentine sur la page de Karuna. Qu'en est-il de la pratique de la pleine conscience chez des personnes âgées présentant des troubles cognitifs importants, impactant par exemple les capacités attentionnelles, mais aussi chez des patients présentant une maladie d'Alzheimer à un stade avancé? Alors là, est-ce que… difficile. Olivier, vous avez des idées là-dessus? Oui, j'ai des idées. Je pense que si la personne qui présente un déclin cognitif lié à une maladie neurodégénérative n'a pas dans le passé une expérience importante de la méditation, malheureusement, je crains qu'elle ne soit plus accessible à ces approches-là. C'est trop compliqué, elle n'y arrivera pas. Et je pense qu'il faut lui proposer autre chose, qui peut être tout simplement des massages, peut être tout simplement une certaine forme de relaxation, des choses comme ça. Mais la méditation demande, comme on le disait, une attention quand même. Et hélas, avec l'âge, eh bien, les capacités attentionnelles, avec l'âge et surtout avec la maladie d'Alzheimer, ces capacités s'émoussent et deviennent souvent même quasi inexistantes. Donc, si il a une grosse expérience, on peut essayer. S'il ne l'a pas, je pense que c'est illusoire d'y aller. Je peux me permettre une petite remarque personnelle, parce que ma mère, bon, je ne sais pas s'il faut donner ce nom-là, mais enfin, c'est à peu près ça. Elle est absolument incapable de suivre attentivement quelque chose quelques secondes. Par contre, elle lit à voix haute 5-6 heures par jour. Et elle lit avec le ton, elle comprend parfaitement ce qu'elle lit, mais elle va recommencer 10 fois la même page. Et la musique est extraordinaire. Elle se rappelle de chansons que je n'ai jamais entendues, qu'elle a appris quand elle avait 20 ans, 30 ans ou même peut-être plus jeune. Et ça, avec les paroles. Et la lecture, c'est quelque chose d'incroyable. Ça la sauve et ça nous sauve aussi parce que sinon, c'est assez folklorique. Mais quand elle lit, elle est tranquille, elle met le ton. Donc, il y a d'autres formes qui permettent de… Et peut-être que le fait qu'en lisant, elle est ancrée dans le moment présent, quelque chose qu'elle comprend alors qu'elle ne sait plus où elle ne sait plus quel âge elle a, elle me demande qui de nous deux est le plus vieux. Mais en lisant, comme elle le comprend, ça la rassure d'un certain point de vue. C'est mon sentiment. D'accord. Alors, merci Mathieu. Justement, on a une autre question à propos de la prévention. Est-ce trop tôt d'avoir des conversations sur la mort et la maladie d'Alzheimer à un enfant âgé de 7 ans? Et quand est-ce que commence la prévention?
Olivier, je ne sais pas. C'est à moi que s'adresse cette question, peut-être. Oui, Peut-être, oui. Ouais. Est-ce que c'est trop tôt d'en parler à un enfant? Alors, bon, parler de la mort à un enfant, tout dépend du contexte. Ça me paraît compliqué de répondre de manière comme ça, très générale. Je dirais que je pense qu'il faut, aujourd'hui, avec les images qui nous abreuvent, la mort est omniprésente. Donc, il faut savoir effectivement en parler, mais avec des mots choisis. Donc, ça, je dirais que bien sûr qu'il faut parler de la mort, mais avec des mots adaptés pour un enfant. Ça c'est clair. Après, le vieillissement, oui, il faut que l'enfant aussi soit confronté à cette réalité-là. Et moi, j'encourage vraiment les familles à venir visiter les personnes âgées dans les EHPAD ou aller visiter les personnes âgées chez elles avec des plus jeunes, quel que soit leur âge, parce que c'est bien de pouvoir eh bien, leur présenter ces personnes, qu'elles échangent avec elles, qu'elles comprennent que voilà, la vie évolue, qu'elle n'est pas infinie. Je pense qu'il y a un vrai échange et il y a une richesse mutuelle dans cet échange. Au-delà de ça, la question qui m'est posée, c'est la prévention. La prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors, souvent, quand on me pose cette question, je réponds qu'elle commence dès le CP, donc à peut-être 5, 6, 7 ans. Pourquoi? Parce que une des meilleures façons de lutter contre la maladie d'Alzheimer, c'est de développer ce que nous appelons la réserve cognitive. Qu'est-ce que c'est la réserve cognitive? Eh bien, on va appeler ça une réserve d'intelligence, si on veut, très simple. Et cette réserve, elle dépend du nombre de connexions que les neurones que nous avons entre les deux oreilles vont créer entre eux. La densité du réseau neuronal, c'est ça ce que nous appelons la réserve cognitive. Or, cette réserve cognitive, eh bien, elle dépend beaucoup de notre niveau d'éducation. Donc, entre un enfant qui va savoir lire et écrire correctement au CP et qui par la suite fera des études supérieures, qui aura un métier intellectuel stimulant, gratifiant, et un autre qui sera à la peine et qui ne pourra pas avoir ce privilège, eh bien, 70 ans plus tard, si les deux commencent la maladie d'Alzheimer au même âge, eh bien, la révélation de cette maladie se fera beaucoup plus tard chez l'intellectuel que chez celui qui aura moins stimulé son cerveau. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, que nous savons maintenant, excusez-moi, une chose que nous savons maintenant, c'est que la maladie d'Alzheimer résulte de l'accumulation d'une protéine, de plusieurs protéines anormales dans notre cerveau, mais qui va durer entre 10 et 15 ans avant que les symptômes n'apparaissent. Donc, prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est aider le cerveau à compenser, à réparer. Il va réparer comme il pourra. Et à un moment donné, il ne pourra plus réparer parce qu'il y aura trop de lésions. Et c'est à ce moment-là que les symptômes apparaîtront. Donc, tout ce qui aide le cerveau à réparer, tout ce qui permet au cerveau de compenser, est un facteur protecteur contre la maladie d'Alzheimer. Donc, cette réserve cognitive, c'est un petit peu comme un compte en banque. Vous avez un compte en banque qui est plus ou moins fourni. S'il y a un prélèvement automatique, c'est la maladie qui prélève dessus. Plus le compte en banque est fourni, plus il faudra de temps avant que votre banquier vous appelle pour vous dire que vous êtes dans le rouge. C'est la même chose avec la maladie d'Alzheimer. Si on a une stimulation intellectuelle de bonne qualité qui commence très tôt et qui se poursuit tout au long de la vie, eh bien, on va pouvoir se protéger plus longtemps contre cette pathologie. Donc, la prévention de la maladie d'Alzheimer, elle commence par développer sa réserve cognitive. Ensuite, il faut entretenir son cerveau. Alors, le cerveau, c'est un organe. Il faut le protéger, il faut le respecter. Donc, quand on entretient son cerveau, on entretient son corps. Mais le cerveau, c'est un organe d'une complexité inouïe, c'est sûr, et qui est d'une voracité invraisemblable pour le glucose et pour l'oxygène, qui passe par un réseau sanguin très dense, très fragile. Donc, il faut protéger ce réseau sanguin. Donc, il faut protéger ses artères. Donc, tout ce qui est bon pour les artères est bon pour le cerveau. Tout ce qui abîme les artères peut poser des problèmes. Alors, ce qui est bon pour les artères, c'est l'exercice physique. Faire du sport, faire de l'exercice physique, c'est bon pour son cerveau et c'est bon pour se protéger contre Alzheimer. En revanche, être sédentaire, fumer,
être diabétique, être en surcharge pondérale, être hypertendu ou avoir trop de cholestérol, tout ce qui altère notre réseau neuronal, notre réseau vasculaire, est mauvais pour le cerveau et va empêcher notre cerveau justement de se protéger contre cette maladie d'Alzheimer. Après, il y a d'autres facteurs qui protègent, c'est notamment la vie sociale. Il faut rester entouré. On a montré qu'effectivement l'isolement était un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, donc attention. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui est de Paul Valéry qui disait « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ». C'est vrai qu'en vieillissant, c'est tout à fait évident. Il faut vraiment développer ce réseau social parce que non seulement c'est bon pour le moral, mais c'est aussi bon pour le cerveau et pour se protéger contre Alzheimer. Après, il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas nécessairement, c'est notamment l'audition. Il faut respecter ses sens parce que ce sont les sens qui nous apportent au cerveau les informations qui vont le stimuler et le maintenir en forme. Or, la surdité en particulier, qui est très fréquente, surtout chez les hommes après 70 ans, eh bien, elle est souvent mal surveillée et les gens hésitent à se faire appareiller. Or, la surdité est un facteur de risque majeur de déclin cognitif. Alors, on fait attention à son audition. On fait également attention au stress, à la dépression. C'est là où la méditation, à mon avis, joue un rôle considérable. Le stress est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer, toujours parce que notre cerveau qui essaie de se défendre contre ces protéines anormales, si en plus il est stressé, ça va être compliqué de gérer les deux à la fois. Donc on essaie de se détendre, on essaie justement de lutter contre le stress. Ce sont encore des éléments importants. Le sommeil, et là la méditation joue un rôle important, je le crois. Le sommeil est à respecter. Il faut faire attention aux troubles du sommeil parce qu'on sait qu'en dormant, non seulement on améliore sa mémoire, mais également on permet au cerveau de se débarrasser des toxines et probablement d'essayer de lutter contre ces protéines anormales. Voilà, donc là j'ai cité un certain nombre de choses essentielles. On peut parler de l'alimentation aussi. On fait attention à son alimentation en respectant, on va dire, eh bien, les apports en fruits et légumes, ce qui est tout à fait essentiel. Pour le reste, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est surtout les fruits et les légumes qui sont indispensables pour apporter les antioxydants nécessaires pour freiner le vieillissement cérébral. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais en réalité, quand ceux qui connaissent un petit peu ces phénomènes, qui connaissent un peu ces sujets, vont me dire, mais finalement, lutter contre la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement essayer de faire en sorte de bien vieillir. Ben, je vous répondrai oui, c'est la même chose. Si vous voulez lutter contre la maladie d'Alzheimer, mettez en place tous les processus, toutes les stratégies qui vont vous permettre de bien vieillir et en vieillissant correctement, en respectant votre corps, vous respecterez votre cerveau et par là même, vous pourrez être, on va dire, dans une attitude préventive vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Bon, ma chère Olivier, je vais aller finir mes 12 000 pas journaliers. Fort de vos recommandations. Alors, ce n'est pas encore terminé, Mathieu. On a une question d'une enseignante et qui essaie de montrer en fait à ses élèves que méditer n'est pas une pratique d'intellectuel. Et elle demande à Ilios est-ce qu'il pourrait indiquer des lectures et ressources sur la méditation et son impact sur la vie sociale du pratiquant, notamment pour des jeunes. Alors, on pourrait peut-être le mettre y réfléchir, te les envoyer ou les envoyer à Karuna pour qu'il puisse les publier sur le site le plus simple pour ces ressources-là. Oui, à ce moment-là, on va faire ça. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, on va proposer. En tout cas, le lien avec ce qu'a dit Mathieu, ce qu'a dit Olivier, c'est que les 5 sens sont essentiels et nos 5 sens sont 5 portes qui nous permettent de méditer. Et si on pense à la méditation, ça ressemble, comme l'a dit Mathieu, plus à cultiver un jardin que prendre une pilule magique qui, miraculeusement, nous rendra heureux. Mais donc, pour cultiver un jardin, il faut déjà savoir que le jardin intérieur existe. Il faut y aller régulièrement. Et puis, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas la terre, on ne sait pas comment faire. Mais on a vraiment ces 5 sens. Et donc, pour la personne aussi qui demandait comment méditer, évidemment que le mieux, ce n'est pas un moment d'avoir une instructrice ou un instructeur, mais au début, on peut simplement se dire, s'entraîner à écouter vraiment, s'entraîner à goûter vraiment,
s'entraîner à regarder vraiment la beauté d'un paysage, le visage de quelqu'un, s'entraîner à ressentir vraiment. Et dans ce sens, on peut imaginer que la méditation, et peut-être plus tard dans les méthodes de prévention, il y aura des formes de méditation multisensorielles. Je peux penser à la question du yoga, ou peut-être des formes de danse avec des formes d'attention, et donc où on impliquera vraiment le corps. Et j'ai l'impression que pour des personnes qui parfois ont une baisse de facultés cognitives, le fait de passer par le mouvement et par le corps facilite. En tout cas, dans tous les pratiquants que je côtoie, dans les retraites, on passe un moment par la marche méditative lente. Et c'est vrai que lorsque l'esprit est agité, à un moment, le fait de simplement porter attention à un pied, comment il se dépose, comment il se décolle, l'autre pied, les jambes, permet d'apaiser de manière c'est peut-être plus facile que de porter l'attention sur un objet d'attention ou une méditation sans objet, par exemple, qui va être plus exigeante pour quelqu'un qui n'a jamais médité. Voilà. Et donc, mais pour la question des ressources, oui, alors il y a des livres et je penserais, si la personne pense à des livres ou à des articles, à les communiquer pour les... Voilà. Alors, je pensais juste à quelque chose qui n'est pas la méditation directement, mais la question de l'altruisme et du lien avec les autres. Il y a aussi le très beau livre de Mathieu sur l'interdépendance avec les animaux et qui peut nourrir aussi cette question chez les enfants. Tiens, comment le fait d'être en lien, puisque méditer, c'est aussi reconnaître qu'on est en lien avec les autres, en lien avec le vivant. Se connecter. Ouais. Se connecter. Très bien, oui. Alors, merci beaucoup à tous les trois et merci à tous nos internautes. En conclusion, en fait, je voudrais juste attirer l'attention de tous sur un nouveau livre de Mathieu qui s'appelle Les carnets d'un moine errant. Mathieu, que tu vas présenter dans des conférences à Paris, Lyon, Bordeaux, Bruxelles et Genève. Et donc, carnet de mémoire, donc je conseille à tous. C'est aussi une bonne façon. Le mémoire d'un âne, volume 2. Voilà, c'est une bonne façon de se mettre en route aussi pour développer sa motivation pour la méditation et la contemplation. Ilios, tu organises les 23 et 24 octobre les journées émergence qui sont maintenant très connues, pas seulement à Bruxelles, mais dans tout l'espace francophone, qui est vraiment l'événement de référence sur la méditation engagée. Donc, je vous invite tous à regarder sur Internet. Et cette année, le titre, c'est « Évoquer la mort pour éclairer la vie ». Il y aura notamment Mathieu Ricard, notre ami Mathieu, mais aussi Christophe André, puis autant des femmes comme Constance Hiver-Léaume, comme Laure Stellin, comme Karen Orchil. Donc, il y aura plein de belles personnes pour avoir des regards croisés différents sur cette question tellement importante. Ça me fait penser une citation du livre de Mathieu, Plaidoyer sur le bonheur, qui disait « Souviens-toi qu'il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. » Eh bien, nous, ensemble, on se rappellera qu'on va mourir, mais surtout qu'on est bien en vie. On pourrait dire qu'une belle mort est le couronnement d'une belle vie et aussi d'une belle vieillesse. Merci, Ilios. Et puis, juste, Eric, juste pour signaler aux auditeurs et auditrices que ça se passe à Bruxelles, mais ça sera accessible en ligne aussi. Oui, voilà, ça sera en ligne pour tous les internautes. Ça, c'est super. Et puis, finalement, Olivier, est-ce que vous avez un projet à mettre en avant au-delà de ce qu'on a dit sur la Fondation? Écoutez, j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui nous écoutent, on m'a posé la question tout à l'heure de la prévention de la maladie d'Alzheimer. La prévention de la maladie d'Alzheimer, elle passe aussi par le soutien que l'on peut apporter à la recherche. Parce que dès lors qu'on trouvera des médicaments et qu'on pourra guérir la maladie d'Alzheimer, eh bien, on n'aura plus besoin de la prévenir, ou du moins, on pourra, comme pour le cancer, dire « j'ai eu la maladie d'Alzheimer ». Donc, prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est aussi financer la recherche. Et donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Je vous encourage à soutenir cet effort en essayant, en aidant à votre façon, avec vos moyens, la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Sachez que ce soir, nous avons sur France 2 une grande émission à 20h45 qui va parler de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, présentée par Michel Simès, et dans laquelle notre fondation est représentée et où on pourra faire, il y aura un appel aux dons et vous pourrez tout simplement, avec votre téléphone, donner 5 € et vous saurez, grâce à ces 5 €,
les petits porteurs d'une grande ambition collective. Hein, on peut l'être. Et cette ambition collective, c'est de faire en sorte qu'un jour, la maladie d'Alzheimer ne soit qu'un mauvais souvenir. C'est ce que je nous souhaite à tous. Très bien, grand merci Olivier. Merci beaucoup, c'était un grande joie et privilège de vous rencontrer, Olivier. Là, je vois que je disparais dans le noir. Oui, il a disparu, Mathieu. Mathieu a disparu. La nuit tombe et c'est le seul endroit où j'attrape une ligne Internet. Donc, la force des choses m'amène à vous souhaiter une bonne soirée, un bon sommeil réparateur et puis une belle émission pour ceux qui vont regarder cette émission de Michel Simès. Oui, voilà. Merci à tous les internautes en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites, Olivier. C'est formidable. Merci Mathieu, merci. Et bonne marche méditative, Mathieu. Merci. Voilà. Et merci à l'équipe de Karuna, à Manon et à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Et merci à toi, Eric, d'avoir été là. Grand plaisir. Et on va recommencer. Donc, suivez les sites Karuna parce qu'on va recommencer ce genre d'événements. Et notamment, on invitera avec grand plaisir Gaël qui fait cette étude et puis notre grand ami Antoine Lutz. Donc, voilà, regardez. Et puis, à tous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.